l'émission 5 à 7, émission consacrée au sexe sous toutes ses formes. Comme chaque semaine, nos journalistes se sont penchés sur 5 sujets différents. Découvrons donc ensemble le sommaire de cette émission. Le sexe qui se transforme en addiction, vous découvrirez le quotidien de ces personnes pour qui le sexe est devenu maladif. Autre addiction, la pornographie. Elle touche et influence de plus en plus de jeunes générations. Nos journalistes se sont penchés sur le sujet. Le sexe, c'est également de nouvelles tendances. C'est le cas des drag kings, ces femmes qui se déguisent en hommes. Qui sont-elles? Vous le découvrirez dans cette émission. 55, c'est le chiffre du jour. Il représente le pourcentage d'hommes qui avouent avoir trompé leur compagne. Y a-t-il aujourd'hui un business de l'adultère? Vous le découvrirez également dans cette édition. Enfin, un reportage touchant sur la sexualité des handicapés, physique ou mentale, leur vie sexuelle est un véritable parcours du combattant. Vous verrez quelles sont les alternatives possibles. Lorsque l'on parle de sexe, on pense plaisir, partage ou encore passe-temps. Mais pour certains, le sexe est tout autre. Souffrir à cause du sexe et de l'acte en lui-même est une maladie rare et pourtant bien réelle. La dépendance sexuelle touche environ 6% de la population en France et reste une conséquence de la pathologie de la dépendance affective. Le quotidien des sex-addicts, c'est un reportage de Mélodie Méas et Cécile Deschamps. Romain a 21 ans. Dépendant sexuel, cette addiction, il ne la subit pas mais il apprend à vivre avec. C'est par le biais de ses amis qu'il s'est rendu compte qu'il n'était peut-être pas dans la normalité. Aujourd'hui en couple depuis 4 ans, ils se sont obligés de tromper sa copine pour pallier à ses pulsions, une situation qui ne le perturbe pas plus que ça. C'est vrai qu'au début, ça fait un peu quelque chose, une espèce, je sais pas, de pointe de remords ou je sais pas quoi, et puis en fait moi je me dis bah ouais mais bon, faut quand même que j'en profite, j'ai qu'une vie. Non, ouais, ou avec qui, ouais, si tu veux, mais enfin, si tu veux. Ouais. Enfin, après, on va voir, hein, parce que comme je t'ai dit, j'ai pas le temps. Mais... Plutôt réservé, c'est grâce à Internet que Romain gère sereinement sa double vie. Il s'est donc naturellement tourné vers les réseaux sociaux pour faciliter ses démarches. Je vais pas tellement sur les sites, parce que je suis pas trop, généralement t'as pas trop confiance dans ces trucs-là. Plus des relations, des connaissances. Parce que là, déjà, t'as plus confiance que si tu vas voir n'importe qui sur n'importe quel site. Facebook, c'est très facile d'ajouter une personne comme amie, c'est très facile de lui parler. Et non, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que je sais que Romain ne sort pas tellement en boîte ou en soirée de manière générale. Donc pour rencontrer toutes ces filles, il restait les réseaux sociaux. Ouais. Actuellement, Romain entretient une relation régulière avec une maîtresse depuis plusieurs mois, ce qui ne l'empêche pas de contacter d'autres femmes. Romain ne songe cependant pas à consulter pour sa dépendance, un problème que beaucoup d'autres comme lui vivent quotidiennement et traitent grâce à des consultations, mais aussi à des réunions chez les sex-addicts anonymes. La dépendance sexuelle dont est sujet Romain met en danger chaque année de nombreux couples. L'émergence de nombreux sites extra-conjugaux ne fait qu'accentuer cette tendance et on estime à plus de 6% de la population les gens concernés par cette dépendance. Une addiction sexuelle qui se traduit le plus souvent par des pulsions incontrôlables touchant toutes les classes sociales. Lucie a 21 ans. Après une rupture difficile, elle a enchaîné plus d'une dizaine de partenaires sexuels en moins de 3 mois, un très fort appétit sexuel que ses amis considèrent comme anormal. Quand je parle de ma vie sexuelle autour de moi, je passe pour une fille extraordinaire d'une certaine façon. Je sais pas, en parler à un professionnel m'aidera peut-être à régler ça, à revenir dans la zone normale de la sexualité occidentale. La jeune femme se rend donc pour la première fois chez Arnaud Seven, médecin sexologue. Le spécialiste lui expose les différents comportements que peuvent avoir les sex-addicts au quotidien, afin qu'elle puisse savoir si oui ou non elle en fait partie. Est-ce que le fait d'avoir, sur une courte période de temps, un nombre relativement important de partenaires sexuels, le plaisir dans l'immédiat et pas une relation longue, peut être considéré comme une dépendance sexuelle, d'une certaine façon? À partir du moment où vous ne faites que ça, vous n'arrivez pas à fonctionner autrement et que ça a un retentissement sur votre vie sociale, sur votre vie relationnelle, etc. Là, on peut entrer dans quelque chose qui est de l'ordre de l'addiction. Habitué à recevoir des patients dépendants sexuels, Arnaud Seven sait comment traiter cette rare pathologie et détaille les différentes marches à suivre en fonction du profil des patients. On va apprendre les gens à gérer leur addiction, à gérer le problème. Et puis, vous avez des approches médicamenteuses, et notamment, il y a beaucoup de ces patients qui sont dépressifs, en fait. Et donc, on va donner des antidépresseurs. Une dépression qui peut provenir de l'enfance ou d'événements passés, des expériences qui marquent à vie les personnes atteintes de dépendance sexuelle. Jean-Benoît Dumontex a travaillé avec bon nombre d'entre eux pour écrire son livre. J'ai été violée à l'âge de 7 ans par un des amants de passage de ma mère,
lui-même alcoolique, dans des conditions particulièrement violentes. Alors ça, par exemple, c'est un exemple assez classique, mais il y a toujours un traumatisme sexuel à la base d'une addiction. Ça peut être un geste déplacé, ça peut être une ambiance un peu sexualisée, alors qu'on n'a pas tout à fait l'âge pour comprendre ce qui se passe. Jean-Benoît Dumontex, psychanalyste, a coécrit avec Florence Sandis Les sexes addicts quand le sexe devient une drogue dure, un livre de chevet pour dépendants dans le déni. C'est le seul livre qui donne la parole aux personnes qui sont concernées par le sujet et qui donne aussi des clés pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir comprendre la situation. Donc je pense que c'est une étape. Tous les outils sont bons pour pouvoir se sortir de cette addiction-là. Et comme il n'y en a pas beaucoup, il faut se saisir des quelques-uns là, qu'on peut trouver sur le marché. Inspiré de vrais témoignages de sex-addicts en voie de guérison, ce livre semble être l'une des clés dans le rétablissement des dépendants sexuels. On l'appelle la génération YouPorn. Ils ont entre 14 et 17 ans, commencent à peine leur vie sexuelle et sont déjà de gros consommateurs de pornographie. S'il fallait autrefois attendre tard le soir pour visualiser du contenu interdit aux moins de 18 ans, aujourd'hui un seul clic suffit. Une question se pose alors, les comportements sexuels des jeunes sont-ils réellement bouleversés par toutes ces images ? Quels risques et quelles conséquences pour les pratiques de ces jeunes ? Un reportage de Thomas Porlon. À 17 ans, Thomas est un adolescent comme les autres. Il va au lycée, joue aux jeux vidéo avec ses amis et commence sa vie sexuelle. Une vie sexuelle déjà influencée par la pornographie, car plusieurs fois par jour, Thomas se rend sur des sites X. Je vais sur les sites porno, premièrement pour me masturber, et ça vient comme ça, quoi. Je suis en train de jouer à la play ou je suis dans mon lit plus souvent le soir. Le porno, quelque chose de tout à fait normal pour Thomas, mais aussi pour ses amis. J'ai pas un seul de mes potes qui va pas sur des sites, pas forcément YouPorn, pour se masturber, même s'ils sont en couple depuis longtemps, avec une fille avec qui il couche régulièrement. Thomas le reconnaît, la pornographie l'aide et l'influence dans ses rapports. Cela a notamment été le cas lors de sa première expérience. Ouais, c'est sûr que regarder la pornographie, ça m'a aidé pour ma première fois, parce que déjà, pour les bases, quoi. Mais après j'étais avec une fille qui n'était pas vierge, donc elle m'a un peu aidé aussi, tu vois, mais ouais, c'est sûr, ça m'a plus ou moins aidé. Et même s'il a eu plusieurs relations et plusieurs partenaires depuis, Thomas continue de se servir de la pornographie comme un modèle, même s'il reconnaît faire la différence entre fiction et réalité. La pornographie, ça m'aide à découvrir de nouvelles pratiques. Il y a des trucs que je vois dans la pornographie que j'aimerais bien essayer, d'autres que j'ai déjà faites. Comme quoi, par exemple ? Comme la sodomie. Ces expériences, il en parle d'ailleurs librement et régulièrement avec ses amis, garçons comme filles. Chaque jour, ils se retrouvent après les cours avec souvent le même sujet de discussion, le sexe, et aussi reconnaissent être influencés par ce qu'ils voient dans la pornographie. Ça inspire. Ouais, c'est vrai, hein, tu vois des choses. On voit des trucs, parfois on se dit ça doit être pas mal quand même. Ça va être à tester, et puis Surtout qu'on regarde ça depuis longtemps quand même. Hein. On a commencé tôt la pornographie. Pas pour moi. De nos jours, À partir de quel âge vous avez commencé à regarder vos films ? Quatrième. Cinquième. Que j'ai commencé quatrième, il me semble. Le sexe étant souvent tabou à la maison, c'est devant les films qu'ils apprennent. Le porno, ça fait toute l'éducation sexuelle, parce que quand on y pense, les cours d'éducation sexuelle, personnellement, j'en ai jamais eu. Je viens d'en avoir un quatrième, j'en ai même pas eu, donc ce qui fait qu'on a 0 cours d'éducation sexuelle. À l'image de Thomas et de ses amis, la nouvelle génération d'adolescents consomme de plus en plus de pornographie. Si la moyenne d'âge du premier rapport sexuel n'a pas évolué en 25 ans, la fréquentation des sites X a fortement augmenté chez les jeunes hommes, mais aussi et surtout chez les jeunes femmes. La question de l'influence, elle est difficile. On peut s'y référer par rapport à des pratiques sexuelles qui ne sont pas des pratiques habituelles lorsqu'il y a un couple amoureux qui commence à entrer dans la sexualité en plus, c'est-à-dire avec l'inhibition de l'adolescent qui démarre. Là, on peut se dire que c'est issu directement du porno. Pour Didier Lauru, si cette influence est logique de par son accessibilité et sans danger, elle peut néanmoins mener à une dégradation dans les rapports entre hommes et femmes. Le porno est essentiellement quelque chose qui est fait pour le plaisir de l'homme et qui ne tient absolument pas compte de la femme, qui est là pour servir le plaisir de l'homme. Et que là, il faut compter sur les adolescentes pour dire aux garçons, non, ce genre de truc, je fais pas. Valentine n'a justement pas su dire non.
Un beau jour, cette étudiante en commerce se retrouve nue sur Internet. Son petit ami de l'époque, avec qui elle est depuis quelques mois, insiste pour qu'elle lui envoie des photos intimes avant de les publier sur un célèbre réseau social. C'était il y a 4 ans, elle en avait alors 15. Au début, j'y ai pas cru, je me suis dit c'est pas possible, mon copain il peut pas faire ça. Voilà, j'avais l'impression que tout s'effondrait autour de moi, vraiment, je me sentais vraiment pas bien. Trahi et humilié, le collège devient alors un enfer pour Valentine. Et donc tout le monde me regardait, me dévisageait complètement, tout le monde rigolait. Et au fur et à mesure, les gens s'envoyaient les photos par message. Voilà, et je recevais des appels masqués, des textos, des menaces. Et est-ce que par rapport à ça, justement, tu as eu l'impression d'être considérée, toi, comme une femme objet finalement? Oui, j'ai complètement eu l'impression d'être prise pour un objet parce que voilà, les gens te voient sur Internet complètement nue, donc c'était moi tout entière, quoi. J'avais plus d'intimité, les gens ne parlaient que de ça, et puis j'étais complètement impuissante, je pouvais rien faire. Vous êtes au planning familial de Cergy-Pontoise. Si le planning familial est surtout connu pour son combat historique pour la pilule et le droit à l'avortement, l'association est avant tout féministe et lutte pour défendre l'image de la femme dans des cas comme celui de Valentine. À Cergy, Babette et les autres bénévoles profitent des réunions d'information pour sensibiliser les jeunes femmes sur l'image qu'elles renvoient. Et puis quelle est l'image de la femme? Parce que c'est un coup sur la moquette, un coup sur la cheminée, un coup au bord de la piscine, un coup sur le capot de la bagnole. Quelle est l'image de la femme que ça donne? Soumise et dégradante. Voilà, c'est après à ça qu'il faut réfléchir. Donc si ça vous plaît, vous le faites. Avertir et protéger ces jeunes femmes, le discours reste le même. Ce qui est important, c'est que tu sois prête, que personne ne t'impose rien, et que tu sois prête d'abord à avoir un rapport, et prête pour ne pas être enceinte et pas attraper des maladies, des infections sexuellement transmissibles. Militante depuis plus de 30 ans, Babette entend continuer son combat pour lutter contre l'image de la femme objet véhiculée par la pornographie aux nouvelles générations. Vous connaissez les drag queens, mais connaissez-vous les drag kings? Né aux États-Unis, le phénomène débarque à Paris et fait de plus en plus d'adeptes. Les drag kings, vous l'aurez compris, ce sont des femmes qui se déguisent en hommes, une manière de défier la société. Mais alors, qui sont ces femmes? Que font-elles? Drag king, la face cachée des femmes, un sujet de Cassandra Hameg et Benjamin Lévesque. Il est 19h ce samedi soir. Le moment pour Fatal, comédienne, de se préparer. Donc comme tenue, j'ai prévu une chemise blanche, toute simple, le smoking avec la veste de smoking, le pantalon de smoking. Mais avant de s'habiller, elle prend soin de se bander les seins. Une tenue qui sort de l'ordinaire. J'ai une soirée drag king et donc c'est le code de la soirée, c'est que les filles s'habillent en garçons. Loin de son personnage de pin-up burlesque, Fatal troque ses talons hauts pour des chaussures de ville très masculines. Et ben voilà, je vous dis au revoir, je suis prête à aller en soirée. À bientôt. Fatal a décidé de sauter le pas, et elles sont des centaines dans ce cas. Né en 1983 à New York, le phénomène drag king prend de l'ampleur ces derniers mois. Drag king, ce sont des femmes qui se transforment en hommes le temps d'une soirée. Au départ cachées, elles finissent par devenir les hit girls du moment, et le mouvement se propage en France. Les Folies Pigalle, la mutinerie, ou encore le 3W se sont mis à la mode drag king. Mais c'est au Cats Club que nous nous rendons pour un atelier privatisé. À l'intérieur, 32 participantes se sont inscrites sur Internet et ont déboursé pas moins de 15 € pour être de la partie. Animé par Louise Deville, artiste burlesque américaine, l'atelier commence par la création d'un sexe, à l'aide de coton et d'un collant couleur chair. Tu vas bien sentir ton masculinité entre les jambes, c'est pas grave. Une première étape pas toujours très évidente pour nos drag kings. Je vais vous montrer quand même une taille de sexe en repos typique. 2 carrés pour le sexe et un carré de coton pour les cuisses, ok? Deuxième phase de la soirée, la barbe. Alors, et cette barbe de 3 jours, tu l'appliques doucement avec cette éponge. Et pour ce faire, des extensions de cheveux découpés sont utilisées, agrémentées d'une touche de gel pour les coller.
J'ai des poils sur la bouche, c'est super désagréable. Du coup, c'est plus facile. Ça fait des poils sur la langue et ça me rentre dans le nez en plus. De la barbe, du mascara pour les sourcils, ces filles-là en ont dans le pantalon. Là, cette transformation physique, c'est ensuite incarner un personnage et voir l'attitude. Vous voyez, là, je parle comme une meuf. Être drag king, c'est une transformation de la tête aux pieds, mais c'est aussi une attitude. Direction à présent, la piste de danse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos mains? On peut les mettre devant nous autant de boxeurs. Pour devenir un homme, il faut savoir se tenir et avoir de la poigne. On continue. Comme avec le serment, cette idée de piston, d'accord? Le main en fer, on est une machine, on marche droit devant nous. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir au maximum de personnes cette expérience. C'est à la fois drôle et en même temps, je pense que c'est une expérience intelligente. On apprend beaucoup aux femmes en ce moment, à être dans l'ultra-féminité. Il y a des cours pour porter des talons aiguilles, des cours pour se mettre du rouge à lèvres, etc. Apprendre à mettre des porte-jartelles. C'est aussi intéressant d'apprendre l'extrême inverse, je pense. Un pari gagnant pour l'organisatrice, mais pas payant. Camille ne touche aucune somme pour cette soirée. Au final, nos drag kings se sont bien amusés, mais retiennent bien plus qu'un simple moment de détente ce soir. On se rend pas compte à quel point quand on est une femme, on est vraiment serré dans des codes et que c'est pas si évident que ça d'en sortir et de prendre une autre place en fait. Je vois enfin ce que c'est d'être dans la peau d'un mec, moi qui suis plutôt du genre réservé, à vouloir laisser ma place, à sourire tout le temps, c'est bien, ça. On voit un peu l'envers du décor, on voit un peu ce que vous ressentez et c'est rigolo. Ça fait du bien d'avoir confiance en soi comme ça pendant 2 heures et de pouvoir faire ce qu'on veut. Si certaines se démaquillent après 2 heures d'activité, d'autres profitent de l'after pour poser devant un photographe. Alors les drag kings vont-ils devenir rois en remplacement des drag queens? Preuve que ce phénomène prend de l'ampleur, un documentaire sur le sujet vient d'être financé en moins de 3 semaines par les internautes. Nous recherchons tous le grand amour, mais une fois celui-ci trouvé, certains en veulent toujours plus. Besoin de séduire encore, aventure d'un soir ou rendez-vous régulier, les infidèles ont investi la toile et de nombreux entrepreneurs l'ont bien compris. Les sites de rencontres extra-conjugales pullulent sur internet, tout comme les hôtels day use, comprenez hôtel à l'heure. L'adultère, un business en vogue, un reportage de Constance Billet et Lou Verchin. 17% des Français avouent être infidèles. L'adultère, un business lucratif qui chaque année rapporte aux acteurs du marché de l'infidélité plus de 60 millions d'euros. Un bon filon pour David Lebé, jeune trentenaire, ancien de l'hôtellerie classique, qui aujourd'hui est à la tête du business des Love Hotels, ses chambres réservées à l'heure en tout anonymat. On va effectivement demander aux clients un nom et un prénom, qui peuvent être totalement fictifs. On a régulièrement Betty Boop ou Batman qui réservent. On a plutôt favorisé une hôtellerie de très haut de gamme, ce qu'on appelle les boutiques hôtels, et qui vont être des petits hôtels de 30-50 chambres. On a des hommes d'affaires qui utilisent des use 3 à 4 fois par semaine, pour qui le prix n'est absolument pas un problème. Ils veulent juste un hôtel de qualité avec des services adaptés, du champagne, des fleurs pour la personne qui vient avec lui, etc. On a vraiment une multitude de chambres complètement différentes, puisqu'on dispose de plus de 150 hôtels à Paris, près de 300 en France. Sur 150 hôtels parisiens, vous pouvez à la fois trouver la chambre rococo, à la fois la chambre très classique, un petit peu Louis XVI, la chambre très design avec des lits suspendus, une chambre avec jacuzzi, une chambre avec terrasse. Voilà. Après, on propose toutes les gammes de chambres d'hôtel. Ça va des chambres qui sont très bien décorées comme à l'hôtel Amour, à des chambres plus classiques avec des hôtels qui sont des boutiques hôtels mais qui se rapprochent un petit peu des chaînes où c'est un petit peu plus standardisé. Aujourd'hui, on est présent dans 9 pays à l'international, dont les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et beaucoup d'autres pays. On tend à se développer aussi au Brésil et en Russie sur l'année 2014-2015. Qu'ils s'appellent Oula, Bicoquin ou encore de 5 à 7.com, les sites de rencontres ouvertement affichés extra-conjugales se multiplient. Je viens de m'inscrire sur le site Gilly Eden, le site référence en matière de rencontres extra-conjugales. Avec un profil à moitié complété et en à peine 1 heure, j'ai déjà reçu plus de 75 mails. Mais alors, qui sont ces hommes et ces femmes qui trompent leurs conjoints via ces sites de rencontres extra-conjugales? Réponse d'ici 1 semaine.
Depuis l'avènement de ces sites, les consultations chez cette thérapeute de couple explosent. Elle dénonce l'illusion que représente Internet dans la recherche d'un amant. Il y a le grand leurre, aujourd'hui, avec Internet, de penser que le marché de l'amour, du sexe, de la rencontre même amoureuse, est immense, c'est un leurre. C'est-à-dire que, je n'aime pas cette expression, mais c'est souvent les gens qui me le disent, on va faire son marché sur Internet. C'est affreux, puisque ces sites pour rencontres adultères existent, ça veut bien dire que dans le fond, maintenant, on ose afficher la couleur. Avant, un homme ou une femme mariée enlevait son alliance, mais c'est un temps bien révolu. On affirme ses choix. On a le droit de tout dire sur la toile. C'est devant l'hôtel Amour et après une semaine de présence sur le site de rencontre Gli Eden que nous avons souhaité vous dresser un petit bilan. Au total, près de 800 hommes et femmes ont choisi de cliquer sur notre profil, 60% d'hommes et 40% de femmes, tous mariés ou en concubinage, qui au final nous ont proposé des rendez-vous coquins, des 5 à 7, dans des hôtels en day use. À 43 ans, Isabelle est mariée et mère de 2 enfants. Xavier, Paul, Joseph, en 2 mois et demi, elle a déjà rencontré plus d'une dizaine d'hommes avec qui elle trompe son mari. C'est à la sortie de l'un de ces rendez-vous que nous l'avons rencontré. C'était un peu intimidant, un peu différent de ce que je pensais. Voilà, c'est le contact, c'est toujours un peu compliqué quand on ne connaît pas quelqu'un la première fois. C'est l'une de ses amies qui lui a conseillé de s'inscrire sur Gli Eden. D'abord réticente, Isabelle semble aujourd'hui se plaire dans ce jeu dangereux qu'est l'adultère. Elle fait des rencontres régulièrement, voilà, et qui m'a suggéré de le faire quand j'ai commencé à me plaindre un peu de ma vie de couple un peu plan-plan. Mon mari est très pris, voyage beaucoup, je me retrouve souvent seule. Les enfants commencent à être grands et voilà, je voulais donner un peu de piment. Ça a l'air idiot de dire ça, c'est un peu cliché, mais c'est un peu ça, donner un peu d'adrénaline dans ma vie. Comme Isabelle, ils sont 1 800 000 à être inscrits sur Gli Eden, un succès que jalouse David Lebé et dont il compte bien tirer profit. Depuis 2 ans et demi, effectivement, on avait un partenariat avec Gli Eden. On duplique un petit peu nos partenariats aussi avec d'autres sites internet de rencontres, mais nous, on vient de lancer notre propre site de rencontre qui s'appelle Emmanuel, au pluriel de zales.fr. Donc voilà, vous avez plusieurs mosaïques, après vous voulez voir la personne, vous cliquez sur son profil, hop, vous pouvez discuter instantanément, lui envoyer un message, lui envoyer un sourire ou un cadeau. On gagne nos vies effectivement en fonction des gens qui font l'amour, donc c'est quand même plus sympa que de vendre des encyclopédies, puisqu'à la fin du mois on se dit tiens, combien d'orgasmes potentiels il peut avoir. L'an passé, l'entreprise de David Lebé lui aura rapporté près de 5 millions d'euros. L'accès au sexe pour les personnes handicapées est un véritable parcours du combattant. Entre ceux souffrant d'un handicap physique et ceux d'une déficience mentale, la question de la sexualité demeure un sujet tabou en France. Interdite dans notre pays, l'assistance sexuelle, qui pourrait être une alternative, est au cœur des débats. Un reportage d'Alexandre Abia et d'Elton Mokolo. Comme tous les jours, Paul rentre de l'école. À l'image de 50 000 autres cas comme lui en France, ce jeune homme est atteint de dyspraxie, une maladie rare décelée à la naissance, gênant la bonne coordination des mouvements et de la parole. Pour me servir de l'eau, c'est difficile pour moi. J'y arrive, mais il faut beaucoup de concentration. Paul arrive néanmoins à réaliser des gestes élémentaires de la vie quotidienne. Même pour moi, une tartine de Nutella, c'est dur à faire, vu que j'ai du mal à organiser mes mouvements. À 23 ans, Paul n'a jamais eu de copine, ni même de relations sexuelles. Sur ce point, il aimerait une meilleure prise en charge des handicapés. Pour avoir des relations sexuelles, il faudrait peut-être changer les mentalités des gens, ce qui n'est pas évident. Et pourquoi pas organiser des rencontres entre handicapés. Pour autant, Paul croit au grand amour et refuse une aide extérieure pour découvrir le plaisir d'une relation intime. En ce qui concerne l'assistanat sexuel, je suis contre, car pour moi, l'acte sexuel doit être avec 2 cœurs qui s'aiment. Elle doit être pas provoquée par une autre personne qui est obligée de le faire. C'est pas ça pour moi l'amour. S'il avoue se rendre parfois sur des sites pour adultes,
Cet étudiant à l'université de Villetaneuse refuse catégoriquement de faire appel à une prostituée. Pour connaître son premier rapport sexuel, il attendra donc de rencontrer la bonne personne. Comme Paul, Maudy Piot est contre l'assistance sexuelle. Aveugle, la directrice de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir réunit des dizaines de personnes handicapées avec un seul objectif, lutter pour que la loi pour l'assistance sexuelle ne soit pas votée. Est-ce que vous êtes très lourdement handicapé? Est-ce que vous êtes d'accord que le deuxième vendredi de chaque mois à 15h, quelqu'un sonne à votre porte pour vous proposer, une relation sexuelle ou des caresses? Ben ce jour-là, vous n'avez peut-être pas du tout envie. Vous n'avez pas du tout envie qu'à 15h un vendredi, on vienne vous dire « Allez, hop, 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 c'est le moment, on fait nos petits exercices, je vous caresse, éventuellement je vous pénètre. » La sexualité, c'est pas un droit. Hein? La sexualité, c'est quelque chose qui touche à la vie intime de l'individu. Pour ne pas tomber dans une sorte de prostitution pour handicapés, Maudy Piot propose d'autres pistes encore non exploitées. Je pense que c'est plus important que les personnes lourdement handicapées qui sont vraiment dans la souffrance, bien qu'on leur propose des massages, mais pas des massages du sexe, parce que ça c'est la vie intime, mais du massage du corps. Que dès l'enfance, on apprenne aux enfants en situation de handicap, tout petits, les bébés, à les masser, à mobiliser leur corps. Cette association pour personnes atteintes physiquement et mentalement est la seule en France à se montrer hostile à l'assistance sexuelle. Dans le camp d'en face, en revanche, on multiplie les requêtes auprès du gouvernement. C'est le cas de l'association Chose, créée en 2011 par la présidente Pascale Ribes, qui milite pour l'accès à la sexualité aux personnes handicapées. L'assistance sexuelle permettrait de garantir un accès au sexe pour ceux qui en sont totalement privés et ainsi faire en sorte que leurs besoins ne restent pas ignorés. La sexualité, c'est pas inné. La sexualité, ça s'apprend. La sexualité, ça s'expérimente. Comment on fait quand on ne peut pas? Je veux dire, quand on est vraiment privé de l'usage de ses membres, comment on fait? On ne peut pas l'expérimenter. Donc l'expérimentation est nécessaire pour pouvoir aussi reprendre confiance en soi, connaître son propre corps et finalement, à un moment donné, se sentir prêt à aller dans une relation avec quelqu'un d'autre. Malgré tout, Pascal pose des conditions à une pratique déjà autorisée dans plusieurs pays d'Europe, dont la Suisse, l'Allemagne et le Danemark. Le nombre de séances doit être limité. Parce qu'encore une fois, l'objectif, ça n'a rien à voir avec la prostitution, c'est pas de fidéliser un client, c'est pas de faire une prestation sexuelle contre rémunération. L'objectif, c'est au contraire d'autonomiser la personne. Bien que sa lettre au président François Hollande soit restée sans réponse, Pascale Ribes n'est pas prête d'arrêter son combat pour qu'un jour, toutes les personnes handicapées accèdent à la sexualité comme n'importe quel autre citoyen. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Thomas Porlon et Alexandre Rabia, producteurs de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée.